Dans les années 1840, un jeune médecin du nom d'Ignaz Semmelweis aidait des mères à accoucher le jour et disséquer des corps décédés le soir pour mieux comprendre l'anatomie humaine et mieux venir en aide à ses patients. Cependant, il fut choqué de constater que beaucoup de mères tombaient malades juste après l'accouchement. De 10% à parfois 20% de ces mères décédèrent après l'accouchement. Et puis, un jour, Semmelweis vit un rapprochement entre les symptômes de ses mères et ceux de ses collègues médecins qui s'étaient légèrement coupés lors de la dissection des corps décédés. Se pourrait-il que des substances invisibles entrent alors en contact avec des parties sensibles du corps humain et causent ensuite les maladies qui frappent mères et médecins ? À partir de cet indice et de nombreux autres, dont parle notamment Asclepios dans cette super vidéo, Semmelweis introduisit une politique de lavage de mains pour les médecins en mai 1847 dans sa clinique. De façon spectaculaire, le taux de décès des mères après accouchement chuta à 2%. Mieux encore, quand en janvier 1848, Semmelweis rendit le lavage de mains obligatoire et plus strict, le taux de décès chuta à moins de 1%. Incroyable! En se lavant les mains, on pouvait sauver des vies. Semmelweis n'était pas le premier à suggérer l'importance de l'hygiène pour la santé, mais il y avait désormais des données qui montraient de manière convaincante l'efficacité de l'hygiène. Cependant, connaître le traitement ne suffit pas à sauver des vies. Encore faut-il qu'il soit administré et surtout respecté par les personnes concernées. En l'occurrence, pour sauver vraiment beaucoup de vies, Semmelweis devait alors convaincre les autres médecins de suivre les consignes d'hygiène. Malheureusement, la communication de Semmelweis ne fut pas du tout à la hauteur de son génie scientifique. Semmelweis tarda à expliquer sa découverte, qui fut ainsi réexpliquée à tort et à travers par d'autres, et obscurcie par des théories douteuses de particules de cadavres, comme si la substance morbide de ces cadavres se transmettait aux mains des docteurs. Bien sûr, aujourd'hui, on sait que c'est le cas. Plutôt, on appelle ces particules des germes, qu'il s'agisse de bactéries ou de virus. Cependant, à cette époque, les idées déformées de Semmelweis ne paraissaient vraiment pas scientifiques. D'autant que, pendant 13 ans, Semmelweis lui-même refusa de publier ses découvertes car il les trouvait évidentes. L'arrogance de Semmelweis a sans doute beaucoup nui à sa relation avec ses collègues. Mais il y a pire. Alors que les autres médecins lui demandaient d'expliquer les fondements scientifiques de sa théorie, Semmelweis insulta ses médecins en les qualifiant de meurtriers. And Semmelweis was not terribly diplomatic. He would write letters to doctors, and say like, you, sir, been a partner in a massacre. And this gets us to the second version of events, that the reason Ignaz Semmelweis' big breakthrough didn't break through, at least not in his lifetime, is that it's as much his own fault as anyone else's. Sometimes historians tell his story as an example of what not to do in terms of communicating science. Semmelweis aurait pu sauver des milliers, voire des millions de vies de son vivant. Mais comme il n'a pas prêté suffisamment attention à la communication scientifique, ces millions d'individus ont succombé au manque d'hygiène. Le cas de la pandémie actuelle est un problème de communication finalement similaire à celui de Semmelweis, mais à une échelle beaucoup plus grande. Au lieu de changer le comportement d'une poignée d'experts a priori bienveillants, il va nous falloir modifier radicalement le comportement de milliards d'individus sur Terre, parfois déjà sceptiques des autorités. Or, les enjeux de ce changement de comportement semblent beaucoup plus importants que le cas de Semmelweis encore. Faute d'une adoption adéquate des gestes barrières, de mesures d'hygiène accrues et d'autres interventions plus contraignantes comme l'auto-isolation suite à une notification à l'exposition au virus, il y a malheureusement fort à parier que le déconfinement fasse passer la valeur du taux de reproduction effectif au-dessus de 1. Or, comme on en a déjà parlé dans le premier épisode de cette série, si ce taux de reproduction est supérieur à 1, alors on subira à nouveau une croissance exponentielle de la pandémie qui conduira à une nouvelle surcharge hospitalière qu'on ne pourra combattre qu'à l'aide d'un second confinement. Cette seconde vague a d'ailleurs déjà frappé l'île d'Hokkaido au Japon, qui a finalement dû recourir à un second confinement. Or, un tel confinement répété ou prolongé fait encourir des risques énormes à l'économie. De nombreuses entreprises pourraient s'effondrer et entraîner dans leur chute des millions d'emplois à l'échelle de la France et des milliards à l'échelle mondiale. C'est en tout cas ce que conclut ce rapport terrifiant de l'Organisation internationale du travail qui suggère que la moitié de la main-d'œuvre mondiale risque de perdre ses moyens de subsistance. Pire encore, dans certains pays développés, le confinement s'est retrouvé mêlé à des positionnements politiques, si bien que le débat sur le confinement prend parfois des formes violentes. Aux États-Unis en particulier, des manifestations armées se sont même organisées et ont menacé directement certains gouverneurs d'État. Il semble qu'il y a lieu de craindre que dans ces États,
la simple menace d'un second confinement pourrait dégénérer. Dans un pire scénario, il semble que des guerres civiles pourraient même être envisageables, surtout si une fraction de la population ne dispose plus de quoi subsister au quotidien. Sécuriser le déconfinement semble donc critique et ça pourrait être un enjeu d'ordre planétaire. Des pays développés comme la France ou la Suisse semblent avoir une responsabilité non seulement envers leur population défavorisée, qui risque de terriblement souffrir d'un chômage structurel ravageur, mais aussi envers des milliards de travailleurs de pays en voie de développement qui souffrent de la propagation du virus et de la chute de l'offre et de la demande. L'appel à changer les comportements est peut-être le traitement le plus efficace dont nous disposons aujourd'hui pour permettre un déconfinement sécurisé. Cependant, convaincre des milliards d'individus dans le monde de modifier leur comportement n'est absolument pas une tâche aisée. Il ne suffit pas de savoir ce que d'autres devraient faire pour que d'autres fassent ce qu'ils doivent faire. Pour conduire à des changements de comportement, il est crucial de développer toute une stratégie de communication qui sera efficace pour provoquer des changements de comportement. En particulier, râler sur Twitter n'est sans doute pas une stratégie particulièrement efficace, tout comme insulter des collègues médecins n'a pas été très efficace pour Semmelweis. En fait, selon le psychologue de la santé Jocelyn Rode, les changements de comportement seront beaucoup plus faciles à motiver si la population comprend la nécessité de ces changements de comportement. Or, comme l'illustre le cas des contemporains de Semmelweis, l'efficacité de l'hygiène n'a rien de si intuitif. Pire encore, dans notre cas, il n'est vraiment pas évident que se laver les mains en France puisse aider à éviter des famines en Afrique, ou que l'adoption massive des applications de notification à l'exposition à Covid-19 aujourd'hui pourrait permettre de sauver des millions de vies dans 6 mois. Pour créer les modifications de comportement recommandées par l'Organisation mondiale de la santé et par les épidémiologistes, il est critique de fournir à la population des explications très pédagogiques et très convaincantes de l'explication scientifique de l'efficacité de ces modifications de traitement. Or, ce contenu pédagogique ne sortira pas de nulle part, il faut le créer. Malheureusement, à l'heure actuelle, ce contenu pédagogique est encore très déficient et la production de ces contenus est encore très mal financée. Mais l'existence de contenus pédagogiques de qualité ne suffit pas. La meilleure infographie du monde n'aura aucun effet si elle n'est pas vue. Laisser la parole aux experts permet certes de produire des contenus plus fiables, mais il n'est pas clair que ces contenus seront plus pédagogiques. Et surtout, il n'est vraiment pas clair que ces contenus seront suffisamment regardés. En termes d'impact, il est en fait crucial qu'il y ait là une collaboration plus étroite entre des gros influenceurs comme Squeezie ou Dr Nozman et des experts capables d'aider à la fiabilité du texte sans toutefois dégrader la qualité audiovisuelle et divertissante de ces contenus. Bref, bien communiquer, ce n'est vraiment pas facile. Oui, il faut produire des contenus fiables et pédagogiques, mais ces contenus doivent aussi être intéressants et divertissants pour si possible devenir viraux. Et à ce jeu-là, à l'échelle mondiale et à propos de la pandémie Covid-19, il y a un champion incontesté, le Vietnam. En particulier, les autorités sanitaires vietnamiennes ont eu l'excellente idée de collaborer avec des artistes pour produire un contenu d'une qualité pédagogique et divertissante absolument exceptionnelle. Mieux encore, cette chanson a été reprise par des influenceurs qui ont proposé une chorégraphie qui illustre à merveille comment se laver les mains efficacement. Quelque chose que d'ailleurs personnellement je ne savais absolument pas faire avant le début de cette pandémie. La vidéo originale, qui a été publiée sur la chaîne de l'artiste, a maintenant 41 millions de vues sur YouTube et sa version chorégraphée en a 5 millions. Mais tout ça, c'est juste 2 vidéos sur YouTube. La chanson elle-même a tellement été diffusée à travers le monde et à travers d'autres réseaux sociaux comme TikTok et probablement Snapchat et Instagram, que la chanson elle-même a certainement dépassé les 100 millions de vues depuis. La chanson a même été traduite en anglais, mais aussi en thaïlandais et même en chinois. On assiste à des spin-offs japonais et même indiens interprétés par des policiers.
incroyable, vraiment incroyable. Vraiment, toutes mes félicitations aux autorités vietnamiennes. Et d'ailleurs, je ne sais pas si cette communication fantastique y est pour beaucoup, mais le Vietnam a complètement écrasé la Covid-19 avec seulement 2 cas au cours des 2 dernières semaines, le record du nombre de tests par individu infecté au monde et un 0 pointé dans la statistique des morts par Covid-19. Malheureusement, en France, rien qui n'arrive à la cheville de cette communication spectaculaire du Vietnam n'a été produit, en tout cas à ma connaissance. En tout cas sur YouTube, les vidéos les plus efficaces que j'ai recensées à ce jour sont les suivantes. Le 23 mars, des très gros influenceurs de la YouTube sphère ont produit une vidéo collective avec un message très simple, à savoir restez chez vous. Cette vidéo a sans doute eu un impact important, puisque, bon, pour commencer, elle a fait 3 millions de vues. Qui plus est, ce n'est pas pareil d'entendre ce message venant d'influenceurs qu'on suit au quotidien, par opposition à un scientifique inconnu. Cependant, le message est peut-être trop simpliste pour être qualifié de pédagogique, et par ailleurs, il est peut-être survenu trop tard, puisque la vidéo a été publiée lors de la 2e semaine de confinement. À ce jeu-là, Squeezie a fait beaucoup mieux. Le 18 mars, il a sorti une excellente vidéo qui rentre bien plus en détail, qui appelle à rester chez soi, et qui surtout est sortie plus tôt, même si c'est tout de même arrivé après le début du confinement. Avec 4,7 millions de vues, cette vidéo est un peu mon coup de cœur francophone. Dans un genre similaire, le Rire Jaune a lui sorti une vidéo géniale le 20 mars qui appelle très bien à rester chez soi, elle aussi, avec un angle aussi très pédagogique. Avec 2,4 millions de vues, j'ai envie de dire merci et félicitations au Rire Jaune. Plus tôt dans la pandémie, le 6 mars, Dr Nozman a fait une vidéo très chouette, très pédagogique, qui a atteint 1,7 million de vues. Il a enchaîné avec une vidéo tout aussi chouette sur l'efficacité du savon pour combattre le coronavirus, qui a atteint 500 000 vues. Le 14 mars, il pensait lui à réaliser un live où il a très bien expliqué la stratégie de l'aplatissement de la courbe pour éviter les surcharges hospitalières. Cette vidéo a atteint 600 000 vues. Et puis, comme vous le savez sans doute, plusieurs vulgarisateurs scientifiques, dont moi, nous nous sommes mobilisés pour produire le même jour une vidéo collective qui compte désormais un peu plus de 500 000 vues. Les vidéos de Dr Nozman, d'Y-Penser et de ses vulgarisateurs scientifiques ont peut-être eu un impact moindre que celle des très gros influenceurs, mais on peut penser qu'ils ont un impact plus profond parce qu'ils ont été davantage pédagogiques, et on peut aussi penser que le fait que de nombreux vulgarisateurs se soient mobilisés de cette manière a pu aider d'autres personnes à relayer à leur tour les recommandations de l'Organisation mondiale de la santé, y compris des plus gros influenceurs. C'est bien sûr spéculatif, mais je pense qu'on peut voir la communication restreinte des scientifiques comme étant un début d'épidémie de communication scientifique, qui passe ensuite par des médiateurs scientifiques avant de possiblement atteindre des gros influenceurs et le très grand public. En tout cas, j'ai personnellement consommé pas mal de contenu moins influenceur friendly, disons, comme les vidéos du Dr John Campbell, ou les nombreuses publications et pré-publications scientifiques que je cite abondamment dans mes vidéos. J'espère personnellement que mes vidéos pourront aider d'autres scientifiques à mieux comprendre les enjeux critiques de la crise actuelle et peut-être motiver des influenceurs beaucoup plus gros que moi à relayer davantage ces recommandations des organismes de santé, même si pour l'instant je dois bien avouer que ça me semble pas être tant le cas et que je surestime probablement l'impact de mes vidéos. Quoi qu'il en soit, depuis le début de la crise, il y a eu énormément de contenu de très grande qualité scientifique ou philosophique dont l'impact me semble très important, même s'il est bien moins direct que le contenu des très gros influenceurs. Typiquement, j'aimerais citer les lives d'Asclepios et de Primum Non Nocere et les vidéos de Wydock dans ton corps ou encore La Tronchombienne. Mais la crise actuelle ne s'arrête absolument pas à la médecine. Thibaut Fiolet aborde l'épidémiologie, Dirty Biology les liens avec les problèmes environnementaux, Eureka et Stupide économique les aspects économiques, Homo Fabulus la partie psychologie et Monsieur Phi et Maxime Lambrecht la partie philosophie, en particulier philosophie morale, tandis que les vidéos de Le Monde et de Vlanx abordent très bien beaucoup d'aspects critiques pour un déconfinement sécurisé. Enfin, Heliox, Monsieur Bidouille et Smarter Everyday ont des vidéos très chouettes sur ce que des makers peuvent faire pour aider dans cette crise. Tous ces aspects semblent critiques pour gérer au mieux la crise actuelle et me semblent peut-être un peu trop négligés à l'heure actuelle. Il est crucial de les vulgariser, comme ces youtubeurs génialissimes le font très bien. Cependant, il me semble aussi que ces vulgarisateurs, moi compris, nous ne faisons qu'égratiner la surface de tout ce qu'il y a à comprendre. La recherche scientifique avance à un rythme sans précédent et il va nous falloir beaucoup plus d'aide pour couvrir tout ce qu'il est pertinent de comprendre dans la crise actuelle pour motiver au mieux les changements de comportement critiques pour éviter un nouvel emballement exponentiel de la pandémie lors du déconfinement. D'autant que la répétition aussi, c'est important. Pour qu'un changement de comportement soit provoqué, il semble critique que beaucoup de gens venant de milieux très différents répètent encore et encore le même message. Gardez vos distances physiques et lavez-vous les mains.
Ceci étant dit, même s'il y a encore un énorme manque de quantité de contenu de qualité sur YouTube à mon goût, on y trouve sans doute déjà largement de quoi changer les comportements quotidiens de la population. En plus des vidéos que j'ai déjà citées côté francophone, il y a énormément de vidéos anglophones de très grande qualité. En particulier, je me permets de recommander cette excellente vidéo de Mark Rober sur l'importance, mais aussi la difficulté de se laver les mains suffisamment correctement pour enlever toute trace du virus. Le tout expliqué de manière absolument limpide et divertissante. Cette vidéo aurait certainement convaincu les collègues de Semmelweis, même si bien sûr elle utilise des connaissances modernes. Ok, mais comme on l'a vu, cette vidéo n'aura un impact que si elle fait beaucoup de vues. Et alors, oui, les youtubeurs ont clairement un rôle critique à jouer en créant des vidéos de grande qualité pédagogique et divertissantes et en mettant des vignettes et des titres putaclic. Et de l'autre côté, les viewers ont aussi un rôle à jouer en cliquant davantage sur des vidéos instructives et parlant de sujets importants et en les partageant plutôt que de cliquer et partager des vidéos qui se contentent de râler à partir d'informations douteuses ou peu fiables. Mais, de loin, l'acteur le plus important dans cette bataille de l'information est certainement l'intermédiaire, que celui-ci soit un média classique ou, dans notre cas, une plateforme de réseau social comme YouTube. Et en particulier, dans notre cas, l'algorithme de recommandation de YouTube a un rôle clé à jouer. Quelques chiffres. YouTube, c'est aujourd'hui presque 5 millions de vues par minute, soit plus que le nombre de recherches sur Google. Chaque jour, ces vues représentent 1 milliard d'heures de visionnage pour un total de 2 milliards d'utilisateurs. Ceci représente en moyenne 30 minutes d'exposition à du contenu YouTube pour 2 milliards d'utilisateurs par jour. Mais surtout, 2 vues sur 3 sont le résultat de recommandations par l'algorithme de YouTube. Ainsi, 2 fois sur 3, un utilisateur YouTube ne regarde pas ce qu'il a cherché ou ce qu'un ami lui conseille de regarder. 2 fois sur 3, l'utilisateur de YouTube, oui, vous regardez ce que YouTube vous recommande de regarder. Et ça a un impact énorme. Si YouTube veut promouvoir une de mes vidéos, comme ce fut tout à coup le cas il y a quelques mois pour une vidéo arbitraire de ma chaîne, YouTube peut le faire. Mais malheureusement, tant que l'algorithme de YouTube ne sera pas conçu pour être robustement bénéfique, cet impact énorme de l'algorithme de YouTube ne sera pas clairement positif, voire il conduira à des effets secondaires catastrophiques. Alors oui, ça a un impact monumental en termes de mésinformation, comme beaucoup en parlent déjà. Mais la mésinformation n'est peut-être pas le plus gros problème dans cette crise. De façon peut-être plus critique, l'information de qualité, celle qui pourrait conduire à des changements de comportement à grande échelle et anéantir la pandémie dévastatrice actuelle pour ainsi sauver des millions de vies et des milliards d'emplois sur Terre, cette information de qualité si critique au futur de l'humanité, elle se retrouve aujourd'hui noyée dans un déluge de vidéos de moindre qualité qui favorisent davantage le sarcasme, la condescendance ou la virulence. Aujourd'hui, le plus critique n'est peut-être pas de combattre des informations idiotes et dangereuses. Le plus critique semble peut-être d'inonder YouTube de contenu de qualité pour maximiser la probabilité d'un déconfinement sécurisé. Et une fois que la crise sera passée, il me semble qu'il sera tout aussi judicieux d'inonder YouTube de contenu de qualité sur d'autres sujets comme le changement climatique, la pensée probabiliste ou le safety mindset. Mais bon, ça on pourra en débattre une autre fois. Malheureusement, à l'heure actuelle, les vidéos d'excellente qualité font pour l'instant relativement peu de vues. Alors oui, vous allez me dire, cette vidéo de Mark Rober a quand même 13 millions de vues. Oui, mais ça ne semble pas être tant grâce à l'algorithme de YouTube. Cette excellente vidéo fait en fait moins de vues que les autres vidéos de Mark Rober. On est par exemple très loin des 43 millions de vues de sa vidéo sur le dentifrice coloré ou des 79 millions de vues pour ses cadeaux pour les voleurs de paquets. De même, la vidéo de Squeezie a fait moins de vues que toutes les vidéos plus récentes qu'il a faites. Et ça, je trouve ça terriblement frustrant. Les contenus de grande qualité informationnelle ne sont pas mis en avant par YouTube, voire ils sont noyés dans un océan de vidéos de moindre qualité informationnelle. On peut faire une expérience pour bien s'en rendre compte. Ouvrez un navigateur en mode privé et chargez la page d'accueil de YouTube. Puis comptez les vidéos de qualité qui parlent des changements de comportement nécessaires pour un déconfinement sécurisé. Rien. Depuis le début de la pandémie, je fais régulièrement cet exercice, en passant parfois par exemple par Tor, pour ne pas avoir des recommandations qui dépendent de ma localisation géographique. Rien à faire. Même quand il était urgent de demander à la population de rester chez soi, très peu, sinon aucune vidéo de qualité liée à la Covid-19 n'était recommandée.
Notez qu'il ne s'agit absolument pas de mettre que des vidéos de science dans cette page d'accueil, mais juste mettre une vidéo de temps à autre dans cette liste qui suggère que la pandémie doit être prise au sérieux, que rester chez soi peut sauver des vies et que bien se laver les mains n'est pas si facile. Une vidéo par exemple toutes les 5 recommandations, ça ne me paraît pas si contraignant. Et pourtant, ça pourrait suffire à nudger des milliards d'individus vers de meilleures habitudes pour combattre la pandémie actuelle. D'autant que la simple exposition à l'information a un effet vraiment important, surtout si cette exposition est répétée. Dans cette excellente vidéo, Veritasium présente par exemple une expérience où des étudiants sont exposés de manière répétée, innocente et presque inconsciente à des mots qui n'ont aucun sens comme cardigan. Après une expérience contrôlée, les chercheurs ont découvert que les mots que les étudiants voyaient plus souvent étaient jugés plus positifs par ces étudiants. Ça peut paraître très décevant pour la nature humaine et pour l'ego de notre espèce, mais oui, l'exposition répétée, ça marche, ça modifie les comportements, les croyances et les émotions. Dans une autre étude impressionnante, des chercheurs de Princeton et de Facebook ont montré que le simple fait de retirer seulement 10% des posts négatifs sur Facebook, ce qui est vraiment une intervention infime, ça suffit à augmenter le taux de posts positifs écrits par les utilisateurs exposés à cette modification de l'algorithme, et ce, après seulement une semaine. Sachant tout ce que l'on sait de la psychologie humaine, et je vous renvoie vers cette excellente vidéo d'Homo Fabulus pour en savoir plus, il semble que rendre l'algorithme de YouTube robustement bénéfique serait probablement l'une des interventions les plus efficaces pour combattre au mieux la pandémie actuelle et réduire significativement les risques de seconde vague. D'autant qu'une telle intervention sur l'algorithme ne modifierait pas uniquement le comportement des spectateurs. Comme l'explique très bien Veritasium dans cette autre vidéo, l'algorithme influence aussi et surtout les youtubeurs. Ne pas augmenter leurs vues lorsqu'ils font un boulot énorme pour parler d'un sujet aussi difficile à vulgariser que la crise actuelle, c'est aussi les décourager fortement, consciemment ou non, à davantage traiter et à s'intéresser à ce sujet. Malheureusement, de l'avis de Veritasium, il me semble aussi que Dortic Biology en a parlé, en tout cas je peux l'attester largement pour mon cas personnel, le nombre de vues des vidéos scientifiques diminue. Oui, vous avez bien entendu, il diminue. Malgré tous les discours de YouTube sur la promotion de la science et le combat contre les fake news, la science est de plus en plus martyrisée par cette plateforme. Ou du moins, les contenus de grande qualité pédagogique ne font pas autant de vues que ce qu'on pourrait espérer. En particulier, je suis frustré de voir que cette vidéo de Mark Rober n'a que 13 millions de vues. Il me semble qu'il est devenu urgent pour que ce genre de vidéo fasse des centaines de millions de vues. Et de même, j'ai supplié les gens à YouTube en privé, et je les supplie maintenant publiquement, de faire en sorte que des vidéos, comme la vidéo collective des vulgarisateurs scientifiques de YouTube, surtout dans le contexte tel qu'il était à ce moment-là, fassent 10 millions de vues au lieu de 500 000. Ces contenus pourraient être le meilleur traitement dont nous disposons actuellement pour déconfiner de manière sécurisée. Malheureusement, YouTube ne l'administre pas. Alors, il y a quand même une bonne raison à cela. Malheureusement, comme on en parle longuement dans notre livre Le fabuleux chantier, concevoir un algorithme de recommandation robustement bénéfique est une tâche extrêmement complexe, surtout avec les technologies d'intelligence artificielle limitées d'aujourd'hui. Dès lors, on pourrait vouloir se tourner vers des recommandations humaines des vidéos de qualité sur le Covid-19. Malheureusement, cette tâche est aussi très probablement hors de portée des humains aussi. En effet, identifier les vidéos les plus robustement bénéfiques est difficile pour un humain pour plusieurs raisons. La première est que simplement reconnaître si une information est fiable demande beaucoup de travail et d'expertise, surtout en période de crise où tant de données peu fiables circulent et tant d'interprétations trompeuses sont proposées. À titre personnel en tout cas, beaucoup d'aspects que j'aborde en ce moment dans mes vidéos correspondent à la limite de ma compréhension des choses qui est elle-même extrêmement biaisée. J'ai été moi-même contraint de m'appuyer sur des données peu fiables et de proposer des interprétations biaisées, même si j'espère que ma présentation de mon incertitude sur ces interprétations et les relectures de mes scripts par de nombreux scientifiques rendent mes discours suffisamment robustement bénéfiques. Pire encore, la crise a atteint un niveau d'interdisciplinarité tel que personne ne maîtrise tous les aspects de cette crise. Un médecin aura ainsi beaucoup de mal à juger de la qualité des vidéos d'Eureka, tout comme un épidémiologiste non informaticien galérera sans doute à comprendre si une vidéo sur une technologie de notification à l'exposition présente bien des risques ou non. En fait, même un informaticien aurait du mal, vu que l'impact de cette technologie dépend de la manière dont les humains l'utiliseront, ce qui nécessitera des notions de sciences humaines et sociales. Bref, identifier les contenus de qualité, c'est compliqué. Et malheureusement, très peu de moyens financiers, algorithmiques et humains sont assignés à l'identification des contenus de qualité et à leur mise en avant.
Mais la difficulté à reconnaître les contenus de qualité n'est pas la seule limitation des humains. Il y a aussi le problème de sélectionner les vidéos à analyser dans l'immensité des contenus YouTube. Il y a par exemple énormément de vidéos qui sont potentiellement très chouettes, comme les vidéos du CNRS par exemple, mais que je n'ai pas eu le temps de visionner moi-même. Pour surveiller toute la communication scientifique sur YouTube et identifier le meilleur de tout cela, surtout en temps réel, il va falloir des armées d'experts en sciences et en communication scientifique. Mais surtout, il y a un travail de personnalisation des recommandations énorme à effectuer. Pour comprendre la propagation des pandémies, les vidéos de 3Blue1Brown sont certainement ce qu'il y a de mieux à recommander, mais à des scientifiques et à des mathématiciens. Cependant, ces mêmes vidéos ne sont probablement pas ce qu'il y a de plus pertinent à recommander, par exemple pour un individu dont les parents sont infectés par la Covid-19 ou pour un enseignant qui s'apprête à reprendre le chemin des classes. En fait, à l'heure actuelle, il semble qu'une combinaison des meilleurs algorithmes et des meilleures compétences humaines en sciences, en mathématiques et en philosophie soit devenue indispensable pour espérer concevoir des recommandations efficaces pour ensuite générer des changements de comportement capables de garantir un déconfinement sécurisé. Idéalement, cet exercice critique de recommandation de contenu de qualité devrait sans doute être une collaboration inédite entre des plateformes influentes comme YouTube et des entités de confiance et de haut niveau d'expertise comme l'Organisation mondiale de la santé, des agences sanitaires nationales et des instituts de recherche. À titre personnel, c'est d'ailleurs quelque chose sur lequel j'aimerais davantage travailler dans les mois à venir. Donc si vous travaillez pour l'une de ces structures et si vous pensez pouvoir aider à aller dans ce sens, je vous invite à me contacter pour voir ce qu'on peut mettre en place. Aujourd'hui, on a vu que connaître les traitements efficaces ne suffisait pas, surtout quand ces traitements nécessitent des changements de comportement de la population. Pour que ces traitements soient effectifs, il semble en particulier indispensable qu'ils soient accompagnés d'une communication scientifique de très grande qualité, à la fois fiable et pédagogique, mais aussi intéressante, divertissante et si possible virale. Mais ce n'est pas tout. Un contenu de grande qualité n'aura aucun effet s'il n'est pas consommé. Or, pour qu'il soit consommé, il est crucial aujourd'hui qu'il soit mis en avant soit par les médias classiques, soit par les réseaux sociaux. Ceci dépend des créateurs, oui, mais ça dépend aussi du public. Mais aussi et surtout, ça dépend énormément de la sélection effectuée par les médias classiques ou par les algorithmes de recommandation. Malheureusement, concevoir des algorithmes de recommandation robustement bénéfiques est une tâche monumentale, que ce soit pour les humains ou pour les algorithmes. Il semble qu'une collaboration entre les deux soit indispensable pour y arriver. Malheureusement, pour l'instant, les moyens financiers, algorithmiques et humains alloués à l'identification de la recommandation de contenu de très grande qualité informationnelle sont ridiculement faibles. Rendre les recommandations robustement bénéfiques est un fabuleux chantier qui me semble malheureusement gravement négligé jusque-là. Si vous voulez y contribuer et si vous pouvez y contribuer, je vous supplie de le faire. On parle beaucoup dans notre livre de comment contribuer, mais la première étape est simplement de sensibiliser davantage de gens à l'opportunité à côté de laquelle on est en train de passer en négligeant beaucoup trop la tâche de la recommandation de contenu de qualité. Une seconde chose à faire est de promouvoir un raisonnement plus juste, notamment plus probabiliste, en faisant preuve d'un maximum de pédagogie et de bienveillance. Dans la guerre contre Covid-19, la bataille de l'information sera une bataille critique à gagner. Enfin, une troisième chose qui peut être faite est de systématiquement chercher à partager des contenus de qualité. Le travail de modération et de recommandation, c'est aussi vous qui le faites. Donc plutôt que de partager un contenu peu fiable ou de partager de la stupidité pour vous en moquer, vous pourriez sans doute davantage réduire les risques de catastrophes sanitaires et économiques en promouvant systématiquement, uniquement, des contenus de grande qualité. À commencer peut-être par cette excellente vidéo de Mark Rober, cette fascinante réflexion d'Homo Fabulus ou cette incroyable chanson des autorités sanitaires vietnamiennes.